Le 22 octobre 1957, François Duvalier a pris ses fonctions en tant que le 37e président d'Haïti, après avoir remporté les élections présidentielles du 22 septembre avec 70% des voix, largement devant son adversaire, l'agronome Louis Desjoie. En 13 ans, 10 mois, il a établi un régime autoritaire sur Haïti. Il a dirigé le pays d'une main de fer. On prend pouvoir, le peuple a bombé, et que me prend net. Pour un homme comprendre, pour virer corps à droite et à gauche, ma fait bunda au passé dans le pouvoir. Je passe pour une révolution avec littérature. Révolution égale coup de fusil. L'entendez, bagaille là, on Jean, vous comprenez? Nous pas besoin de l'ordre, nous rentrons Port-au-Prince, nous venons tout occuper Port-au-Prince. Avant sa mort, libre de toute opposition, il transmit le pouvoir à son fils Jean-Claude qui, à ce moment, était un adolescent de 19 ans. Son gouvernement est marqué par la répression, l'exil et la condamnation à mort. Qui est François Duvalier? Tout le monde sait qui est le président Duvalier. Avant d'être président de la République, j'avais déjà marqué dans l'histoire de ce pays. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République. Il est né à Port-au-Prince le 14 avril 1907. Son père, Duval Duvalier, issu d'une famille martiniquaise, était juge de paix, professeur et journaliste. Sa mère, Ulycia Abraham, peu connue, serait originaire de Jacmel, Haïti. François Duvalier suit sa scolarité au lycée Pétion, où il obtient son diplôme de fin d'études secondaires en 1928. Il s'inscrit ensuite à l'école de médecine de Port-au-Prince, puis commence à pratiquer dans les régions rurales. Il s'attire alors la faveur des populations pour son aide à la lutte contre le typhus, le pian et d'autres maladies de l'extrême pauvreté. Il y gagnera aussi son surnom de Papa Doc. En 1939, il épouse à Pétionville Simone Ovide, une infirmière que l'on appellera plus tard Maman Simone, avec laquelle il aura 3 filles, Marie-Denise, Nicole et Simone, ainsi qu'un fils, Jean-Claude. Duvalier fréquente à cette époque l'ethnologue Lorimer Denis, spécialiste du culte vaudou et militant de la cause noire. Il partage ses idées, qu'il développe dans les articles qu'il écrit pour des revues nationalistes comme Les Griots. Il y défend notamment l'idée que la lutte des classes en Haïti s'illustre par l'opposition entre les Noirs et les mulâtres et que les premiers sont appelés à diriger le pays au détriment des seconds. Duvalier s'appuie sur les relations de Lorimer Denis pour rencontrer Daniel Fignolet, avec lequel il participe à la fondation du mouvement des ouvriers paysans en 1946, dont il devient secrétaire général. Sa popularité dans les campagnes et son introduction dans les milieux politiques incitent le président Dumarsais estimé à le nommer en 1946 directeur de la santé publique. En 1949, il devient ministre de la Santé publique et du Travail. Après s'être opposé à l'élection de Paul Magloire, qui renverse Estimé en 1950, il est poussé à l'exil et s'engage dans l'opposition sans intégrer une autre formation politique. Profitant de la démission de Magloire et de l'amnistie décrétée en 1956, il revient en Haïti et participe à la fondation d'un parti populiste et nationaliste, le Parti de l'Unité Nationale, PUN. Il se porte candidat à la présidence de la République dans un climat d'agitation sociale et d'instabilité politique. Entre décembre 1956 et juin 1957, 5 gouvernements provisoires se succèdent. Le Parlement est dissous et des factions de l'armée continuent à s'affronter. Si vous n'étiez qu'un simple citoyen d'Haïti, comment jugeriez-vous le docteur François Duvalier, président à vie de la République? Je jugerais le docteur Duvalier
président de la ville de la République, comme un homme venu pour remplir une mission. Et cette mission, vous la remplissez? Et cette mission, je la remplis. Et je la remplirai jusqu'au bout. Duvalier fait campagne avec un programme populiste qui vise à flatter la majorité afro-haïtienne en s'appuyant sur un discours noiriste prétendant bénéficier les masses populaires noires au détriment de l'élite mulâtre. Depuis plus de 25 ans que, en tant que sociologue, ethnologue et écrivain, que je parle de révolution sociale. Ce pays, si vous lisez très bien le livre de James LeBurn, The Haitian People, vous verrez le background du peuple haïtien. Révolution sociale signifie pour nous que les 4/5 de la population ont été littéralement abandonnés et dominés par une petite élite, une minorité. Révolution sociale signifie pour nous la promotion totale, intégrale des masses de l'arrière-pays qui ont été abandonnés et qui n'ont jamais été appelés à participer à la direction effective des affaires de l'État. Les élections sont organisées le 22 septembre 1957 par le général Antonio Quebró, président par intérim. Duvalier est élu dès le premier tour avec un peu moins de 70% des voix, largement devant son principal adversaire, Louis Desjoie, du Parti agricole industriel national, PAI-N, qui n'en recueille que 28%. 10 mois après son accession au pouvoir, en juillet 1958, François Duvalier doit affronter une tentative de coup d'État. Il réagit en instaurant l'état de siège et en exigeant du Parlement l'autorisation de gouverner par décret 31 juillet 1958. Il écarte de l'armée les officiers qui ne lui sont pas fidèles. Le militaire, mes chers concitoyens, est fait pour obéir et non point pour dicter des ordres à des hommes d'État, puisque la Constitution haïtienne, actuellement en vigueur, déclare que l'armée est apolitique. Interdit les partis d'opposition et mène une politique de répression. Avec l'aide du chef de la police Clément Barbeau et de la CIA, il organise la milice des volontaires de la sécurité nationale, plus connue sous le nom de ses membres, les Tontons Macoutes. Ce groupe paramilitaire de 5 000 à 10 000 membres, inspiré des chemises noires de l'Italie fasciste, ne touche aucun salaire. En 1959, alors qu'il est soigné à l'hôpital pour une crise cardiaque, un commando tente de débarquer sur l'île. Le chef de la police secrète, Barbeau, fait alors appel à la marine américaine pour empêcher l'opération. Sitôt rétabli, Duvalier fait emprisonner Barbeau, qu'il soupçonne de vouloir prendre le pouvoir et l'accuse de complot contre l'État. Barbeau sera finalement assassiné par les Tontons Macoutes en 1963, avec ses 2 frères et d'autres compagnons. En quelques années, Duvalier devra faire face à une dizaine d'attentats, de tentatives de renversement et d'invasion. Il en tire parti à chaque fois pour renforcer son image de défenseur de la patrie, pour éliminer ses adversaires et pour durcir son pouvoir personnel. Il asservit l'armée et entretient la corruption. S'appuyant sur le climat de guerre froide et sur le cas de la révolution cubaine, il exploite la peur du communisme pour justifier la répression et obtenir le soutien des États-Unis. Avez-vous rencontré, Monsieur le Président, avide des difficultés pour faire admettre vos conceptions? Il n'en a pas manqué. D'abord, dans l'ordre interne, les changements profonds à opérer jusque dans la mentalité de certains de mes compatriotes, heureusement peu nombreux. Ensuite, faire accepter la civilisation d'une nation nègre en plein cœur de l'Amérique n'est pas chose facile. Je n'ai pu entreprendre et poursuivre la concrétisation de mes conceptions que grâce à l'appui constant et ferme des masses urbaines et rurales.
Le 25 juin 1960, il prononce à Jacmel un discours qui met en relation l'orientation politique de son régime et l'aide américaine. En réaction à l'opposition de l'Église catholique romaine, il expulse plusieurs prêtres, l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur François Poirier et 2 évêques, ce qui lui vaut son excommunication en 1961. 3 ans plus tard, il expulse les jésuites. À la suite de ce qui s'apparente à une tentative d'enlèvement de 2 de ses enfants, il commandite le massacre du 26 avril 1963, où plusieurs maisons sont incendiées avec leurs occupants et des dizaines de personnes assassinées par balles ou encore enlevées pour ne plus jamais être revues. Lors de ce massacre, de nombreux hauts gradés des forces armées d'Haïti, soupçonnés d'être opposés à son pouvoir, sont entre autres ciblés. En avril 1961, 2 ans avant la fin de son mandat, il réécrit la Constitution et organise une élection présidentielle à candidat unique. Il obtient 1 332 000 voix et aucun vote contre. Réélu pour un autre mandat de 6 ans, il prononce la dissolution du Parlement. Pour échapper à toute incertitude électorale, Duvalier se fait proclamer président à vie en juin 1964 par le Sénat, obtenant également le droit de désigner son successeur. Libre de toute opposition, ses adversaires éliminés ou exilés à l'étranger, il modifie les couleurs du drapeau haïtien, qui devient noir et rouge au lieu de bleu et rouge. Il impose l'affichage de son portrait dans les rues, les bâtiments publics et les établissements scolaires. L'exil des cadres politiques, administratifs et techniques, le détournement des ressources de l'économie haïtienne mène le pays à la faillite. Le PIB chutant de 40% entre 1960 et 1970. En 1966, Duvalier reprend contact avec le Vatican et obtient le pouvoir de nommer la hiérarchie catholique haïtienne. Perpétuant un nationalisme noir, il réussit ainsi à renforcer son emprise sur l'île par le contrôle des institutions religieuses. Ses relations avec les États-Unis s'avèrent difficiles. Dans ses premières années, Duvalier réprimande les États-Unis pour leurs relations amicales avec le dictateur dominicain Rafael Trujillo, assassiné en 1961 tout en ignorant Haïti. L'administration Kennedy, 1961-1963, est particulièrement troublée par la politique répressive de Duvalier. Les États-Unis interrompent donc l'essentiel de leur aide économique au milieu de l'année 1962, dans l'attente de procédures comptables plus strictes, auxquelles Duvalier refuse de se conformer. Il renonce finalement publiquement à toute aide de Washington pour des raisons nationalistes, se présentant comme un adversaire de principe et solitaire de la domination d'une grande puissance. Parallèlement, il ranime les traditions du vaudou, les utilisant pour consolider son pouvoir. Il prétend être lui-même un Ougan et modèle délibérément son image sur celle du baron Samedi pour se rendre encore plus imposant. Il porte souvent des lunettes de soleil et parle avec un fort ton nasal associé aux lois. À la mort de John Fitzgerald Kennedy, il déclare que l'assassinat est la conséquence d'un sort qu'il lui avait jeté. Duvalier a détourné des millions de dollars d'aide internationale, dont 15 millions de dollars par an aux États-Unis. Il a transféré cet argent sur des comptes personnels. Une autre des méthodes de Duvalier pour acquérir de l'argent étranger était d'obtenir des prêts étrangers, dont 4 millions de dollars américains auprès du dictateur cubain Fulgencio Batista. Enfin, Monsieur le Président, il faudrait simplement vous demander si vous êtes un homme heureux. Un chef d'État qui a conscience du rôle qu'il a rempli à la direction de son pays, d'une nation, et surtout quand cette nation est un pays sous-développé, ne saurait être un homme heureux s'il a réellement conscience de la haute mission qu'il remplit. Il ne peut pas être un homme heureux. Et moi-même, personnellement, comme je suis très difficile avec moi-même, puisque étant même comme écrivain, je suis difficile avec moi-même, j'ai l'habitude de passer 3 semaines sur une phrase. Je ne suis pas satisfait de la facture de la phrase française. Et de même, j'ai transposé dans le domaine politique cette manie de n'être jamais satisfait avec moi-même. Après le renversement de Batista lors de la révolution cubaine,
Duvalier craint que le nouveau dirigeant cubain Fidel Castro ne fournisse un refuge sûr aux dissidents haïtiens. Duvalier tente de gagner Cuba à sa cause en reconnaissant le gouvernement de Castro, en envoyant des médicaments et en graciant plusieurs prisonniers politiques, mais en vain. Dès le début de son régime, Castro apporte son plein soutien aux opposants anti-Duvalier. Duvalier met Castro en colère en votant contre Cuba lors d'une réunion de l'Organisation des États américains, OEA, et par la suite aux Nations Unies, où un embargo commercial est imposé à Cuba. Castro répond en rompant les relations diplomatiques avec Haïti et Duvalier par la suite, lance une campagne pour débarrasser Haïti des communistes et interdire cette idéologie. Le chômage signifie le communisme. L'analphabétisme signifie le communisme. C'est pourquoi le gouvernement, seul, d'abord, et ensuite avec l'aide des techniciens étrangers nord-américains, a élaboré un programme à long terme en vue de répondre aux promesses faites au peuple. Ce mouvement rompt les relations haïtiennes avec Cuba pendant 38 ans, jusqu'à ce que les deux pays rétablissent leurs relations en 1997. Les relations de Duvalier avec la République dominicaine voisine ont toujours été tendues. Dans ces premières années, Duvalier souligne les différences entre les deux pays. En avril 1963, ils sont proches de la guerre à cause de l'hostilité politique entre Duvalier et le nouveau président dominicain Juan Bosch. Bosch fournit asile et soutien aux exilés haïtiens qui complotent contre Duvalier. Il ordonne alors à sa garde présidentielle d'occuper l'ambassade dominicaine à Pétionville dans le but d'arrêter un officier de l'armée haïtienne qui aurait été impliqué dans le complot de Barbeau visant à kidnapper ses enfants. Le président dominicain réagit avec indignation. Il menace publiquement d'envahir Haïti et ordonne à des unités de l'armée de se rendre à la frontière. Cependant, comme les commandants militaires dominicains expriment peu de soutien à une invasion d'Haïti, Bosch s'abstient et cherche une médiation par l'intermédiaire de l'OEA. En 1966, Duvalier accueille l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, dans ce qui sera la seule visite d'un chef d'État étranger en Haïti sous sa présidence. Au cours de la visite, Duvalier décerne à l'empereur le collier de l'ordre de Jean-Jacques Dessalines-le-Grand. En retour, l'empereur éthiopien remet à Duvalier le grand collier de l'ordre de la reine de Saba. Sous sa présidence, Duvalier emploie l'intimidation, la répression et le favoritisme pour supplanter les anciennes élites mulâtres par une nouvelle élite de sa propre fabrication. La corruption, sous la forme de détournement par le gouvernement d'industrie, de pots de vin, d'extorsion d'entreprises nationales et de fonds gouvernementaux volés, enrichit les plus proches partisans du président. La plupart d'entre eux détiennent un pouvoir suffisant pour intimider les membres de l'ancienne élite, qui sont progressivement exilés ou éliminés. De nombreuses personnalités qualifiées fuient Haïti pour New York, Miami, Montréal, Paris et plusieurs pays francophones, aggravant un manque déjà sérieux de médecins et d'enseignants. Certains professionnels hautement qualifiés rejoignent les rangs de plusieurs agences des Nations Unies pour travailler au développement dans des pays nouvellement indépendants tels que la Côte d'Ivoire et le Congo. La même année, Duvalier essuie coup sur coup 2 tentatives de rébellion. La première, en juin 1964, menée par le groupe de Fred Baptiste à la tête des forces armées révolutionnaires d'Haïti. La seconde en août, inspirée de la première par le mouvement Jeune Haïti. Nous espérons, avec le mouvement que nous avons commencé, nous espérons entamer une action contre Duvalier. Quelle sorte d'action? Une action armée. Parce que c'est la seule action qui puisse arriver à renverser Duvalier. Une action pour un prêtre catholique, envisager l'emploi de la force, une action armée, c'est un peu étonnant, non? Oui, le problème, évidemment, c'est un peu étonnant et je dois vous avouer que j'ai mis beaucoup de temps à me résoudre, à prendre la responsabilité, ou plutôt la tête de cette affaire-là. Mais je crois que la situation est tellement grave actuellement et la situation est tellement exceptionnelle que je me suis dit qu'à situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. En représailles, il commandite plusieurs massacres de population dans les campagnes, notamment le massacre des paysans de Tiote et le massacre des vêpres jérémiennes, qui comptent parmi les nombreuses tueries exécutées par l'armée et les tontons macoutes. Il exerce jusqu'à sa mort une implacable dictature.
On compte 2000 exécutions pour la seule année 1967. Cette année-là sort un film extrêmement critique sur sa dictature, Les Comédiens, basé sur un roman antérieur de Graham Greene. De nombreux Haïtiens prennent le chemin de l'exil, principalement aux États-Unis et au Canada, mais également vers la Martinique, la Guadeloupe et surtout la Guyane française. Ayant des problèmes cardiovasculaires, second infarctus, François Duvalier tient à légitimer sa position. En 1970, atteint par une maladie cardiaque, il souhaite préparer sa succession et la poursuite de sa politique. Il souhaite que son fils, Jean-Claude Duvalier, lui succède. Le référendum du 31 janvier 1971 valide la désignation de son fils comme futur président, faisant d'Haïti un pays gouverné par un régime héréditaire, inédit depuis 1859. Je n'ai pas besoin de funérailles. Vous irez me déposer dans mon tombeau, dans le fracas des balles et de la mitraille. François Duvalier décède des suites d'une maladie cardiaque et du diabète, le 21 avril 1971, 7 jours après son 64e anniversaire. Il est inhumé dans le grand cimetière de Port-au-Prince le 24 avril lors de funérailles nationales. Âgé de 19 ans, d'où son surnom de Baby Doc, Jean-Claude accède au pouvoir 4 mois après le référendum, suite au décès de son père, tout en amorçant une timide libéralisation de la politique de son père. Par la suite, le nouveau président s'aliène une partie de la classe nationaliste noiriste qui avait soutenu son père en épousant une femme issue de l'ancienne bourgeoisie mulâtre, Michel Bennett. Le 8 février 1986, après de violentes manifestations et la démission de Jean-Claude Duvalier, la foule s'en prend au mausolée de Papa Doc, qui est détruit à coups de pierre et à main nue. Le cercueil est sorti, la foule danse dessus puis le met en morceaux. Elle s'empare du corps du dictateur pour le battre rituellement, joue avec ses lunettes et chante « Les tontons m'accoûtent, ils mangent du caca ». Pendant cette journée, on dénombre une centaine de victimes, essentiellement des tontons m'accoûtent.